Rosier, qui est professeur de linguistique et d'analyse du discours à l'ULB. Alors, professeur, je ne sais pas si pour vous le mot fait un peu la chose, hein, comme le disait parfois Michel Foucault, mais ce mot d'accompagner, comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous pouvez le faire sortir un peu du flou pour nous? Merci beaucoup. J'aime beaucoup le concept de flou, donc je ne sais pas si je vais le sortir du flou. Je voulais dire que j'étais... Oui, à mon avis, il est allumé, madame. Oui, voilà, d'accord. Et donc je suis très honorée et en même temps, je me rends compte de la responsabilité que j'ai de ne pas vous ennuyer avec un cours de linguistique, pour commencer. Parce que la première fois que j'ai rencontré, enfin j'ai essayé évidemment quand on m'a demandé de participer au colloque, de me rappeler si dans mes cours on m'avait parlé du terme accompagné. Oui, on m'en avait parlé, mais alors on m'avait posé comme question linguistique, pourquoi dit-on accompagner avec courage, sans article, mais accompagner avec un bâton? Et puis on m'avait posé la question, par contre on peut aussi dire, il m'accompagna avec un courage extraordinaire. Alors je ne vous donnerai pas la solution de ce problématique linguistique, mais je vous dirais que le terme accompagner, j'ai essayé de l'interroger dans une tradition et qui rejoint cette idée de est-ce qu'un mot doit être approprié ou flou? C'est la tradition du mot juste, que l'on trouve déjà énoncé sous la plume de l'écrivain Jean de la Bruyère, celui des caractères au XVIIe siècle, qui nous disait « Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. » On retrouve cette même tradition dans le cadre scolaire. On se souvient des exercices de vocabulaire pour en acquérir davantage, des exercices à trous. Il faut trouver le mot manquant qui convient, éliminer ce qu'on appelle le terme impropre, remplacer la mauvaise formule par la bonne. Et donc il y a une tradition qui s'appuie sur l'idée qu'il existerait pour chaque pensée, chaque objet, chaque action du monde, un mot unique, exclusif et précis. Alors je peux faire tout de suite un petit test. Si je vous dis 2 roues, une selle et un guidon, voilà. Mais j'aurais pu aussi dire une bicyclette. Quel est le bon mot? J'aurais pu dire une bécane. J'aurais pu dire la petite reine. En fait, la question, c'est pas le bon mot qui serait le seul bon mot à nommer un objet unique, mais l'usage du mot dans un contexte. Vélo, pour moi, évoque davantage l'usage pratique, la mobilité écologique, tandis que bicyclette a tendance à convoquer un imaginaire où l'on partait de bon matin sur les chemins campagnards avec Paulette et Yves Montand. À défaut de nommer l'objet en soi, on le nomme pour nous. Ça, c'est un des principes de la linguistique telle que je la pratique. Alors évidemment, cette conception du mot juste, elle est articulée à l'idée d'une langue française qui est simple, qui est claire, mais le discours social sur les mots, il est très ambigu. D'un côté, il faut connaître beaucoup de mots, le fait d'être très précis et valorisé, et de l'autre côté, user des bons termes, éviter d'avoir trop de mots, trop de périphrases, éviter les mots compliqués, les tout autant. Donc la société, par rapport aux mots, elle est ambiguë. En fait, derrière cette conception d'une fixité du vocabulaire, se profile une position politique qui lie la stabilité sociale à cette fixité. Tout dérangement de la langue est soupçonné de favoriser l'anarchie ou la révolution. On l'a vu avec les attaques contre l'écriture inclusive, par exemple. Alors, à côté de la tradition du mot juste, il y a l'évolution du sens des mots. Et l'évolution du sens des mots, alors on a une étymologie, alors on aime l'étymologie, parce que c'est rassurant, et puis ça correspond à un besoin anthropologique de dire le mot, au départ, signifiait ça. Mais le trajet des mots, c'est au contraire, justement, parfois de changer complètement le sens premier, ou de se nourrir du contexte et de l'histoire pour s'enrichir. Donc il y a l'idée d'un sens mobile, tributaire du contexte et de l'histoire. Et je vous donnerai un petit exemple avant d'accompagner. Je vais vous raconter une petite blague, enfin c'est une blague de linguiste, de ces myoticiens. C'est une brillante soirée mondaine, très chic, avec des invités triés sur le volet.
à un moment, 2 convives vont prendre un peu l'air sur la terrasse. Ah, Félin, d'un ton satisfait, belle soirée, hein, repas magnifique, et puis jolie toilette, hein. Ça, dit l'autre, je n'en sais rien. Comment ça? Ben, j'y suis pas allé. Et donc on voit là, alors c'est évidemment un exemple emblématique, hein, c'est Grémas qui donne cet exemple. Comment se fait-il que les toilettes, qui désignent évidemment le cabinet, quelque chose d'extrêmement trivial, puissent aussi signifier la beauté et l'ornement? Grémas résumait ça en disant le chic et les chiottes. Alors, ce qu'il y a avec le mot toilette, c'est qu'en fait, au départ, ça vient de toile, et la toile désigne un petit morceau de tissu dans lequel on met des objets de toilette. Puis, ça va désigner le meuble sur lequel on met le petit tissu, sur lequel on met les petits ustensiles. Puis, ça va désigner seulement les petits ustensiles. Ensuite, et ça devient genré, et vous verrez qu'accompagné peut être genré aussi, c'est que ça va désigner la femme qui va faire sa toilette pour se faire belle, et donc ça va désigner la belle toilette quand elle va au bal. Et quand se développent les cabinets privés, les toilettes triviales privées, c'est à côté de l'endroit où elle fait sa toilette, et donc quand on dit « je vais aux toilettes », en fait finalement c'est très euphémisant, c'est pour dire « je vais me repoudrer le nez », comme on dit, mais en fait je vais aussi uriner ou faire autre chose. Donc vous voyez que là, à partir de ce petit morceau de toile, eh bien, on a une évolution qui est aussi caractéristique, puisqu'en fait, il y a un côté un peu égrillard, puisque les jolies toilettes, c'est toujours les jolies toilettes des dames, et en même temps, on évoque un endroit où on se dessape et où on enlève une partie de sa toilette. Alors, si j'en viens maintenant au mot « accompagner », alors, ce qui est intéressant, c'est, de nouveau, dans ce ballet des mots, c'est de toujours se dire, il y a le mot « accompagner », il y a d'autres mots. Je crois que vous allez après nous parler de suivre, précéder, etc. C'est un des aspects d'accompagner. Si un mot existe et continue d'exister, c'est évidemment que d'autres mots ne l'ont pas remplacé. Quand on regarde les synonymes, c'est vrai qu'il y a aller, assister, mais il y a chaperonner, il y a emboîter le pas, il y a protéger, reconduire, soutenir. Et au contraire, les antonymes, ceux qui s'opposent à ça, abandonner, laisser tomber, quitter, etc. Alors, dans la riche histoire du terme accompagner, j'ai été très... alors, j'ai appris, évidemment, c'est toujours une richesse d'aller à des endroits où on n'est pas habitué à réfléchir sur certaines choses. Au départ, accompagner se centre simplement sur un déplacement spatial. C'est un mouvement. Alors, ici, c'est intéressant de voir qu'évidemment, c'est le mouvement, peut-être pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Alors, ensuite, évidemment, l'idée de se mouvoir, on ne se meut pas dans la société, enfin, quand on peut flâner, mais la flânerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tous faire, il y a évidemment l'idée que je me déplace dans un but. Je vais vers la gare, par exemple, je les accompagne à la gare. Tout de suite, l'idée d'accompagnement s'est doublée de l'idée d'honorer une personne. Ça, je trouve ça très intéressant, puisque accompagner, quand je parlais du mot juste, c'est aussi le mot qui dit les choses avec justice. Donc l'idée d'honorer une personne, mais très vite l'idée d'honorer une personne, où c'est les filles d'honneur qui accompagnent Notre-Dame, on voit quand même qu'il y a un rapport aussi de soumission. Les serfs accompagnent le Seigneur, mais le Seigneur n'accompagne pas les serfs. Ça va être un sens qui va être celui de protection ou de guide d'une personne, mais qui va se spécialiser dans le fait de guider une femme. Pourquoi? Parce que la femme dans l'espace public, quand elle n'est non accompagnée, elle est soupçonnée d'être une femme de mauvaise vie, d'être une femme qui est seule et donc qui est évidemment sceptique, qui est déplacée, puisque les femmes sont confinées à l'espace privé. Et donc le terme accompagné va être spécifiquement, une femme accompagnée peut sortir dans les rues. Et ensuite, dans cette idée d'honneur, évidemment, rendre les honneurs funèbres à un mort. Donc il y a l'idée là d'empathie et de respect qui est inscrit dans l'histoire du mot. Par la suite, l'idée de déplacement va en fait, on appelle ça se figurer, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, j'accompagne quelqu'un du regard. On voit évidemment que là, il n'y a pas l'idée de déplacement spatial, mais par contre, c'est l'idée de temps. Si je l'accompagne du regard, ça veut dire qu'il ou elle marche, et pendant ce temps-là, je la regarde. Donc, il y a l'idée que des choses se passent en même temps, et donc, de l'espace, on va passer au temps, à la chronologie,
hein, c'est la place chronologique de l'accompagnement. On va de pair avec quelque chose. On retrouve là aussi l'idée que l'accompagnement peut être quelque chose qui met en valeur, et vous allez voir que de nouveau, ça va être mettre en valeur la femme, hein, un exemple du 19e siècle. J'ai dit de Louise sa grâce et sa beauté, et le charme qui accompagne ses mouvements. Et donc, quand on va parler d'une femme au 19e siècle, la notion d'accompagnement, ça va toujours être pour décrire des attributs féminins qui relèvent de la femme, et comme par hasard, à ce moment-là, on va l'utiliser dans la cuisine, hein, en parlant des accessoires servis avec les plats principaux. Hein, donc, il y a quelque chose là qui est intéressant quand même, hein, dans ce côté genré du terme. Donc, si je résume donc ce mouvement d'accompagnement, un mouvement spatial, temporel, lié à la question de l'honneur et du respect, mais avec une spécialisation genrée de pratiques sociales qui, évidemment, font qu'il y a une certaine inégalité, hein, dans la notion d'accompagnement, une inégalité de type social ou une égalité de type de genre. Alors, et je terminerai par là, j'espère que je suis dans les temps. Parfait, voilà. Hein, finalement, on a dit que accompagner était flou. Est-ce que finalement accompagner, quand je dis accompagner quelqu'un dans sa dernière demeure, on voit que ça pourrait être quelque chose qui est très euphémisant, hein, comme quand je dis il est parti pour il est mort. Et donc, est-ce qu'accompagner ferait partie de ce vocabulaire, hein, qu'on appelle politiquement correct? Alors, je le dis tout de suite, moi je suis pour une éthique langagière, surtout pour nos hommes et nos femmes politiques. Je pense qu'ils devraient apprendre parfois à s'exprimer avec un peu plus d'éthique. Mais le politiquement correct, évidemment, on se moque beaucoup des formulations empoulées du discours qualifié de politiquement correct. Pourtant, à l'origine, c'était un souci de justice, d'égalité, de respect pour autrui, et en particulier pour les infirmes, les minorités et tous ceux qui ont un emploi ou une condition jugée dévalorisante. Les sourds et les malentendants souffrent du même handicap, les techniciennes de surface et les femmes de ménage font le même métier. Un chat sera toujours un chat, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne. Néanmoins, ce respect de la personne, du moins dans les mots, part d'un sentiment très louable. Et si chacun faisait un petit effort pour respecter sincèrement la différence physique, raciale, sociale, religieuse, sexuelle de l'autre, on n'aurait sans doute pas recours à ce subterfuge sémantique et à ce que certains appellent le masquage lexical. Je vous remercie.